Et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Je suis toujours votre hôte, bye bye patron, multi-investisseur qui s'arrache les cheveux en ce moment avec les candidats locataires. Heureusement, on en trouve des biens. Mais mamma mia, qu'est-ce que c'est compliqué en ce moment. On accueille aujourd'hui Florette. Florette, elle est architecte. On avait enregistré l'épisode il y a quelques temps. Voilà, parfois, le calendrier de diffusion, ma ligne éditoriale fait que, c'est pas toujours tout de suite publié. Là, Clément, j'espère que ça vous a plu, l'épisode avec Clément de la semaine dernière. Lui, il voulait être diffusé avant une rencontre immobilière pour qu'on entende parler de lui. Voilà, c'est chose faite. Et aujourd'hui, on est parti donc avec Florette. Florette, elle est architecte, donc elle va nous raconter son métier, son bye bye patron. Donc d'abord, elle reviendra sur les différentes missions d'un architecte. Quand est-ce qu'il faut faire absolument appel à un architecte? Quand est-ce qu'il ne faut pas faire appel à forcément un architecte? Quels sont les avantages de faire appel à un architecte? Combien ça coûte, etc. On va tout voir avec Florette. Elle va donc nous expliquer ça. Elle va nous expliquer aussi, elle a des opérations de marchand de biens en cours. Elle a également une LCD là justement qu'elle va lancer, LCD à thème. Donc c'était très très intéressant de revenir vraiment sur la partie architecture. J'avais eu déjà Veneta, c'était une de mes premières invitées sur le podcast. C'était la première et l'unique architecte que j'ai eu. Et donc là on a Florette. Donc elle va nous expliquer donc à la fois quand elle était architecte salarié, c'est pas toujours évident, on n'est pas très bien payé par rapport à son niveau d'études et puis la valeur qu'on peut rapporter au cabinet d'architecture et ensuite au bureau d'architecte. Ensuite donc elle va nous dire les missions des architectes et ses investissements IMO et aussi et puis son bye bye patron, et aussi on va bien entendu parler de sport un petit peu parce qu'elle a eu l'occasion de faire les championnats du monde de triathlon. Donc voilà, super intéressant. Voilà, un corps sain, un esprit sain, des finances saines. Est-ce que c'est pas ça la recette du bonheur? En tout cas, Florette, on a enregistré cet épisode avec elle et on a également enregistré un épisode de podcast privé vidéo où on parle des plans locaux d'urbanisme, plan local d'urbanisme, PLU. Et on voit comment le PLU peut nous faire gagner des gros billets, et notamment savoir lire un PLU, savoir juste trouver un PLU, c'est pas forcément évident. Elle nous explique tout. Vidéo à l'appui. Si vous voulez voir le podcast privé, il y a beaucoup de gens. J'ai l'impression que j'en parle tout le temps, mais on me demande tout le temps c'est où le lien, c'est où. Donc le site c'est boîteabillets.com. Le lien, il est dans la description. Bien sûr, les billets, c'est avec un S. Sinon, vous avez le lien dans la description. Vous allez sinon sur mon site grosbillets.com. Là, vous avez tout. Vous avez l'historique des podcasts. Vous avez les ressources gratuites, les formations. Vous pouvez m'appeler. Tout ça, voilà. Pour le podcast privé, je vais juste en parler un tout petit peu plus. Vous savez, on l'a lancé, je pense que c'était en juin. Et j'avais dit, il y avait un prix de lancement. Le prix de lancement, il va s'arrêter dans 10 jours. Donc 10 jours après que vous ayez suivi justement que l'épisode soit sorti. Donc l'épisode, il va sortir le 11 octobre. Donc jusqu'au 21 octobre, vous pouvez profiter du tarif de lancement. Et ensuite, on va l'augmenter. Voilà, on a quasiment 20 épisodes. Je vous fais un petit retour d'un de nos auditeurs du podcast qui dit « Salut Thibaut, simple message pour te remercier, pour dire encore une fois qu'est-ce que tu fais avec la boîte à outils est top et super utile. J'ai fait mon dossier bancaire en m'inspirant du vôtre. » Bon, ça c'est une formation qu'il avait pris. Et également, il a contacté le courtier qu'on a eu sur la boîte à outils qui s'appelle Thibaut Faust, quel beau prénom, et qui a dit que le dossier était parfait, hyper complet. Et du coup, très rapidement, il a pu avancer dans son financement. Et puis là, je pense il est bien avancé à présent. Donc voilà, le podcast privé, c'est vraiment du concret. Le podcast public, c'est plutôt de l'inspiration, on va dire. Et là, la boîte à outils, c'est vraiment du concret. Donc j'ai enregistré avec Romain, qui est banquier, investisseur. J'ai enregistré avec un chasseur de biens immobiliers qui nous explique comment il fait sa recherche. Voilà, on a eu des juristes, on a eu une avocate, on a une personne qui gère plus de 100 000 mètres carrés d'immobilier. Tout ça,
franchement, vous l'avez nulle part ailleurs. Moi, je suis un gros consommateur de podcasts. J'adore, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai lancé. J'adore mes confrères podcasteurs et le travail qu'ils font. Mais ça, clairement, c'est nulle part. Nulle part d'autre. Ça nous prend du temps, mais voilà, c'est à la fois des connaissances pour vous et aussi également des contacts. Voilà, vous cherchez un courtier, vous pouvez écrire directement au courtier qu'on a eu sur la boîte à outils des investisseurs. Vous cherchez une avocate qui est spécialisée en impayé, ben voilà, on en a une. Vous cherchez un conseiller en gestion de patrimoine qui s'y connaît et vous allez pouvoir voir pendant 1 heure, l'écouter parler pendant 1 heure avant même de le contacter. Et vous pouvez aller sur la boîte à outils des investisseurs. Nous, on n'a aucun partenariat avec les invités, si ce n'est qui sont sur la boîte à outils, mais on touche pas des rétrocommissions ou que sais-je. Donc voilà, c'est vraiment pour vous aider. C'est aussi si vous voulez soutenir le podcast. J'ai tout le temps des messages. Merci pour ce que tu fais, c'est top. Et ben voilà, là vous avez un moyen. Ça vous coûte le prix de l'abonnement Netflix pour le moment, encore pendant 10 jours. Donc boîteabillets.com et après vous pouvez bien sûr annuler quand vous voulez. Ça se renouvelle de mois en mois. Il n'y a pas d'engagement de plus que 1 mois. Je peux pas vous en dire plus. Voilà. On se retrouve donc de l'autre côté avec Florette. Et je vous fais un tout dernier point. Je serai en région parisienne. À la base, je pensais que je serais à Paris. Il s'avère que quand j'ai un peu plus regardé l'événement en détail, je serai à l'ouest de Paris, vers Saint-Germain-en-Laye. Et donc, j'organise une rencontre investisseur. Malheureusement, ça s'est rempli en 24 heures. Donc, on sera 20 personnes. J'ai super hâte de vous rencontrer parce que souvent, quand je fais des événements, il y a pas mal de personnes que je connais au fur et à mesure. Là, je crois que je connais quasiment personne. Peut-être 2-3 personnes maximum. Donc voilà, super hâte. Ce sera donc le vendredi 13. Soyez ceux qui viennent, voilà, ne faites pas défaut. Il y a des gens qu'on va refuser parce que on vous a donné une place, parce que vous étiez les premiers. On se retrouve de l'autre côté avec Florette. Bonne écoute. Et puis pourquoi pas l'écouter dans votre petit entraînement de triathlon. Cet épisode, vous pouvez l'écouter 2 fois, 3 fois si vous étiez trop focus sur votre effort. On se retrouve de l'autre côté avec Florette. Et bonsoir à tous. Une fois n'est pas coutume, on est dimanche après-midi et on va enregistrer avec Florette. Salut Florette. Salut Thibaut, ça va? Ça va très bien. Auditrice du podcast, on s'était aussi vu en coup de vent à la soirée des gentlemen l'an dernier, je crois. Ouais, c'est ça, il y avait vachement de monde, donc c'était en coup de vent, mais c'était chouette. C'est toujours compliqué ces événements, on est content qu'il y ait tout le monde, mais après on peut pas passer suffisamment de temps avec tout le monde. Écoute, Florette, je te laisse te présenter. Et pour démarrer, j'aime bien que les invités racontent une petite anecdote de leur première expérience professionnelle, une anecdote un peu insolite, qui t'a dit peut-être que dans ma vie, je vais faire autre chose que ce premier métier. Je te laisse y aller. Ouais, je m'appelle Florette, j'ai 31 ans et donc aujourd'hui je suis architecte. Alors j'habite à Toulouse actuellement, mais j'habitais 7 ans en Bretagne à Saint-Malo. J'ai fait mes études à Toulouse et là je retravaille régulièrement en Bretagne, donc c'est un peu des allers-retours entre les deux. Et du coup, donc j'ai fait mes études d'architecture à Toulouse. Ça a duré 5 ans. Et donc du coup, en anecdote, j'avais pensé à deux. Je pense que parce que j'ai fait plein de jobs étudiants. Et souvent, qui dit job étudiant dit un job un peu ingrat, quoi. Je me rappelle une fois, j'avais postulé pour être serveuse dans un bar qui est assez connu à Toulouse, place Saint-Pierre. Je sais pas si tu connais un peu. Non, Toulouse, j'ai jamais été à Toulouse. Et par contre, c'est, je pense, la ville où j'ai eu le plus d'invités. Toi, j'ai eu Joris, j'ai eu Lara, oui. j'ai eu Clément Youdek. Là, il habite aussi. Franchement, je pense que j'en oublie probablement. C'est une bonne ville d'investisseurs, Toulouse. Donc, ouais. Donc, dans ce C'est bar. vrai. Ouais, donc il y a une place où c'est la fiesta tous les jeudis soirs. C'est vraiment gros dégâts. Et donc moi, j'avais passé l'entretien là-bas et il m'avait fait une soirée d'essai. Et au final, il m'avait fait récurer tous les frigos. Mais vraiment, j'avais nettoyé tout le bar. Il y avait personne. Ça devait être un mardi soir. Il y avait personne et j'avais tout nettoyé. Et à la fin, il m'avait dit, en fait, on ne te prend pas. Je dis, OK, mais payez-moi quand même la soirée.
Ah non, 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 Mmh. c'était un truc d'essai, donc en fait, non, tu seras pas payé. Donc j'ai trouvé, d'un côté, je me suis dit, ah bien joué, les gars, ils sont astucieux. Et d'un autre côté, mais c'est vraiment naze. C'est le Sud. Ouais, Voilà. tu Moi, je crois? suis Je alsacien, sais c'est pas. exactement comme ça qu'on imagine le Sud. Parfois à tort, parfois à raison. Ah ouais, non, mais là, c'était. Après, j'ai fait d'autres jobs, style. Tu sais, ces boulots où tu dis, oh, ça va, genre, tu sais, mettre dans les boîtes à lettres les prospectus. Ah ouais, les gens qu'on Et déteste. tu dis, franchement, c'est cool. Tu te balades dans la rue, tu mets tes Ouais. prospectus et tout. Et là, les gars, ils disent, bah, faut faire 500 boîtes à lettres en 1 heure. Tu dis, ouais, ok, pourquoi pas. Et en fait, non, 500 boîtes à lettres en une Ouais, heure, c'est c'est énorme. vraiment pas possible. Et, Ça en fait 10 enfin, je dis un 10 par chiffre. minute. Ah ouais, non, mais c'est. Et en fait, le truc est pas du tout viable. J'avais fait la même chose. J'avais bossé chez Kiabi. Où on te dit, il faut faire tant de cintres à l'heure. Et toi, tu dis, ouais, ça m'a l'air. Et en fait, les trucs, c'est intenable. Donc, tous ces jobs-là, je les ai faits. Mm. Après, j'ai eu des bons jobs étudiants aussi. Mais ce qui m'a fait vraiment faire bye bye patron, c'est vraiment dans mon boulot d'architecte où j'étais architecte dans une agence et un jour je vois la facturation donc j'avais bossé je pense une journée sur un projet un permis de construire donc moi j'étais payée j'étais vraiment payée je sais pas ça doit être 10 à 12 euros de l'heure quelque chose comme ça Quand tu étais et donc architecte? ouais je pense que c'est quelque chose comme ça Ouais. en net hein, peut-être 12 euros je sais plus enfin Mm. j'étais à Alors, 1700 net par mois, donc sur ah ouais, à 35 heures. bac plus 6 ou... Ouais, et en plus, Ouais. à ce moment-là, j'avais déjà 5 ans d'expérience, donc c'est pas comme si Ok. j'arrivais. Et là, donc voilà, bon, j'avais dû bosser pour l'équivalent, je pense, de 100 euros. Et là, je vois passer la facture du client, 3500 euros. J'étais, ah ouais, ah ouais, quand même. Bon, après coup, forcément, maintenant, je suis à mon compte, donc je sais qu'il y a des frais de structure. Là, il y avait des salariés, il y a plein de choses, des charges, quoi. Mais là, je me suis dit, ok. Et surtout, le truc au-delà de tout ça, c'est de se dire, en fait, si je décide de bosser 3 fois plus que ce que je bosse en salarié, même pas 3 fois plus, 2 fois plus, franchement, ça peut être hyper rentable, quoi. Et c'est là que je me suis dit, bon, va peut-être penser à falloir faire autrement, quoi. Et une fois n'est pas coutume, on a eu un petit souci technique. Ça arrive. Voilà, c'est les choses du direct. Du coup, on en était à ton bye bye patron. Donc, t'étais, ouais, en fait, c'était ça, je me souviens très bien. J'étais en train de dire que, ouais, en France, tu comprends qu'il y a des métiers qui soient moins bien payés que d'autres. Mais là, t'as bac plus 6, tu factures beaucoup et t'es payé 1700 euros. Voilà. J'en connais beaucoup des gens à bac plus 5, bac plus 6 qui sont payés ça. Et c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur, hein, faut dire ce qui est. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans ce métier qui partent de France, malheureusement. Euh, donc voilà. Ouais, Donc je sais pas du tout. Je sais pas du tout si à l'étranger c'est si c'est, mieux payé. ouais, je pense Donc, que ça dépend des métiers. Forcément, ça je dépend pense des que ça métiers. fait partie des métiers où quand on est salarié, ça c'est pas super intéressant, mais dès qu'on est à son compte, Mm. ça devient bien. Mais bon, je pense que c'est un peu surcoté aussi. Mais bon, moi je dis c'est bien quand je vais à la banque demander un emprunt, ils disent ah ouais, profession libérale, architecte, c'est bien. Mm. Mais voilà. Ok, intéressant. Et donc, ça fait combien de temps que t'as quitté du coup? Ça fait 3 ans, mais j'ai mis du temps parce que déjà j'avais essayé de me mettre à mon compte il y a 5 ans, 5 ou 6 ans. J'avais fait 1 an en auto-entreprise et en fait j'avais pas encore ce qu'on appelle la HMONP. Donc en fait quand on est architecte c'est un peu comme expert comptable ou les notaires, c'est qu'il y a un peu un sas entre deux où on a le diplôme mais on n'est pas habilité, on n'est pas inscrit à l'ordre. Donc Ok. tu vois comptable tu passes expert comptable, clerc de notaire tu passes notaire. Donc tu as ça. Donc tu peux être salarié mais pas à son compte. Et j'avais pas encore fait ça. Donc je me suis dit bah je me mets en tant qu'architecte d'intérieur parce qu'il n'y a pas vraiment de mots pour ce sas entre les deux. Donc on dit architecte d'intérieur même si c'est pas du tout ça. Et puis bah ça avait pas fonctionné. J'étais pas dans le truc, mais c'était une première expérience. Puis après j'ai retravaillé 3 ans en tant que salarié.
Et forcément, ben en France, du coup, on a le chômage et je voulais l'avoir pour me lancer, sauf qu'avec une démission, c'était pas possible. Donc j'ai trouvé dans un premier temps un poste de prof en tant que prof de dessin technique dans un CAP ou dans un CFA où il y avait des CAP maçon, peintre, plaquiste. Donc je me suis dit c'est trop bien prof, trop la bonne planque, je vais bosser 18 heures par semaine, je vais pouvoir être architecte à côté et tout, ça va être trop bien. Donc j'ai démissionné pour ce poste-là en CDD. C'était important que ce soit en CDD. Et là en fait déjà c'était c'était à 1 heure et demie de chez moi, donc je passais 3 heures dans les transports. Les plannings étaient hyper mal faits, donc là où j'aurais pu bosser que 3 jours, je bossais 4 à 5 jours, donc les allers-retours. Et au final, j'étais plus à 25 heures semaine sans les trajets que 18 heures. Donc au final, ça me prenait trop de temps et puis ça me plaisait pas tant que ça l'enseignement. Donc le plan B s'est mis en place où ben en fait vu que j'étais en CDD et que je faisais plus de 4 mois de boulot, ben le CDD prenait fin et là je pouvais me mettre à mon compte. Mais du coup j'ai fait étape par étape comme ça. Ok, intéressant. Parce que c'est quoi moi je connais pas bien la législation, c'est si t'as fait 4 mois de CDD, t'as le droit au chômage, c'est ça? Sur base Ouais, je de... crois, ou trois mois, je sais Hmm, pas, c'est compliqué. Je crois que c'est en nombre d'heures, donc en fait si c'est à mi-temps, enfin c'est hmm. c'est un peu compliqué leur truc, mais bon, il y a tout. Quand j'entends des gens qui disent oui, je peux pas avoir je peux pas démissionner, je peux pas. Oui, mais en fait, on peut trouver un CDD ailleurs, serrer les dents pendant 4 mois, même si c'est à l'usine, et puis après le CDD il prend fin et là on récupère ses droits. Donc il y a toujours une solution, je trouve, pour récupérer ses droits comme ça. Intéressant le système. Et c'est vrai qu'en France, ça, bah, c'est le gros avantage quand on veut se lancer à son compte, on peut avoir le chômage pendant 2 ans. Ou alors tu peux le toucher en une fois, enfin la moitié à peu près de souvenirs. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, C'est je ça. crois. Bah top. Et en plus, t'as des exonérations aussi, hein, je pense de charges ou des choses comme ça, non? Quand tu te lances, Ouais, t'es pas au en chômage. auto-entreprise, ouais, il y a l'ACRE, les choses comme ça. Mais moi, vu que je les avais déjà utilisées dans les 3 ans avant, Ah ok. du coup, j'ai pas eu droit de nouveau. Mais après, je me suis mis rapidement en société. Donc, j'ai fait 1 an en auto-entreprise et après, je me suis mise en société. Ok. En fait, j'ai pas tout raconté. Donc aujourd'hui, on va parler donc de ton activité d'architecte, de LCD, de voyage et de sport à haut niveau. Bah peut-être tu peux nous raconter du coup bah comment s'est passé ce bye bye patron, un peu peut-être ta psychologie. Tu passes de bah t'as ton boulot à t'avais des clients déjà. Enfin c'était quoi le jour 1 Ouais, du bye bye patron et puis comment tu démarches des clients. Tu vois, c'est vrai que dans ce métier, je sais pas exactement comment bah, bien sûr, en passant dans des podcasts. Mais à part ça, voilà, voilà. comment est-ce qu'on découvre des clients ou, enfin, comment tu Ouais, démarres ouais, tout ouais. simplement? Ben moi, ça s'est fait vraiment petit à petit, parce que ben en fait, ça a commencé avec le Covid, comme beaucoup de personnes, je pense, où ben, je me suis retrouvée à être tout le temps en télétravail et donc pouvoir organiser un petit peu mes journées différemment. Et j'ai commencé à avoir des personnes me demandant de faire ben, des permis de construire par-ci par-là, enfin voilà, des choses comme ça, sachant que j'avais passé donc ma HMO et que j'étais habilitée donc à signer. Donc HMO c'est comme des PLG, à signer des permis de construire au-delà de 150 mètres carrés. Donc Et DPLG, c'est j'ai quoi? alors des PLG, alors en fait architecte, on peut porter le titre d'architecte seulement si on est inscrit à l'ordre. Et pour être inscrit à l'ordre, il faut être soit architecte DPLG, donc diplômé par le gouvernement, je crois, ou architecte HMONP, habilité à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Et en gros, la différence entre les deux, donc c'est 6 ans d'études pour les deux, c'est juste que DPLG c'était avant 2007 et HMONP c'est après 2007, dans le sens où en 2007 il y a eu la réforme européenne où on est passé sous licence master doctorat, Hmm.
sur toute l'Europe. Et bien sûr, le master, vu que c'était 5 ans et le diplôme d'architecte, c'était 6 ans. Du coup, il y a eu cet entre-deux qui est architecte diplômé d'État en 5 ans. Okay. Et il y a une année supplémentaire pour faire sa HMONP. Donc voilà. Donc c'est exactement la même chose, sauf que c'est pas les mêmes dates. Et ces titres-là permettent après d'être architecte inscrit à l'ordre. Ok. Donc voilà. Et donc du coup, j'avais du bouche à oreille comme ça, des amis maîtres d'œuvre qui demandaient à avoir des plans, etc. Donc j'ai commencé comme ça pendant le Covid. J'ai demandé à mes patrons si c'était possible donc de créer ma structure en parallèle, bien sûr sans que ça empiète sur mon travail avec eux. Ils m'ont dit oui. Et après, a repris un peu le travail. Et moi, je continue à avoir toujours plus de demandes parce que le bouche à oreille. Mais toujours pas assez quand même pour passer le cap d'être entièrement à mon compte. C'est là que j'ai pris mon boulot de prof en me disant comme ça ce sera un mi-temps et je pourrai continuer à bosser sur mes projets. Et là par contre dès que j'ai fait ça, j'ai eu plein de demandes et je commençais vraiment à bosser énormément et plus le fait que le boulot me plaisait pas tant que ça. Du coup, j'ai arrêté à ce moment-là et j'avais de quoi bosser moi-même. Et puis, bien sûr, j'avais le Pôle emploi, donc j'étais quand même rassurée par rapport à ça. Et donc voilà, ça s'est fait vraiment petit à petit et que du bouche à oreille. J'ai vraiment jamais fait de pub, j'ai jamais démarché. Le peu de choses que j'ai essayé de faire, des réseaux d'entreprises, ça m'a rien apporté. Et là, je commence à peine à faire mon Instagram. J'ai même pas de site internet encore. Je commence à peine à essayer de parler de tout ça ailleurs. Mais sinon, c'est le bouche à oreille, ce qui fait que quand j'ai déménagé à Toulouse, ça c'est un peu. Les gens ont su que j'étais plus dans la région en Bretagne, donc ça a un petit peu diminué. Mais je commençais à avoir des choses que en Bretagne, donc je faisais les allers-retours. Et là, je me suis dit là, Toulouse, je relance tout mon réseau en Bretagne et j'y vais plus souvent. Et voilà. Et à Toulouse, c'est avec ton conjoint que vous avez déménagé là-bas ou c'est... Ouais. Ouais, on a racheté la maison de famille, en quelque sorte. Pour le climat aussi, hein. Pour le climat, peut-être. Ouais, mais il fait trop chaud. Ok. Et du coup, tu peux nous dire peut-être les missions, pour peut-être qu'il y a pas mal de gens qui ont jamais fait appel à un architecte. Dans quel cas est-ce qu'on appelle un architecte? Quoi ça... Alors, architecte, ça va. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que architecte, ça peut vraiment tout faire. Donc, il va y avoir des architectes qui vont faire surtout des missions publiques. Donc, ça va être par exemple tout ce qui va être pour la mairie, des bibliothèques, des médiathèques, des hôpitaux, des écoles. Voilà, il y a beaucoup d'architectes qui font ça. Ensuite, il va y avoir ceux qui vont faire des ensembles de logements collectifs, donc des immeubles. Et après, on va pouvoir faire aussi des maisons individuelles. Donc, souvent, les agences d'architecture, elles font vraiment tout ça. Hein. C'est pas, il y en a certains qui spécialisent, mais voilà. Et souvent, ceux qui sont tout seuls, comme moi, vont peut-être faire plus de l'habitat. Et donc ça va être tous les plans, il y a donc d'abord toute cette phase d'esquisse, de plan et de déterminer tout le projet. Ensuite toute la partie administrative avec le permis de construire. Et ensuite le DCE, donc c'est le document de consultation des entreprises. Donc là on va pouvoir envoyer les plans aux entreprises, donc maçons, plombiers, électriciens, plaquistes, récupérer tous les devis, les analyser entièrement et ensuite aider le client à choisir telle ou telle entreprise et structurer le futur chantier. Et ensuite, il y a le suivi de chantier, donc où toutes les semaines, on se rend sur le chantier pour suivre le projet, vraiment faire tout. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plein d'investisseurs qui le font pour eux-mêmes, mais vraiment, c'est de la délégation totale. On s'occupe de tout. Et donc après, donc il y en a certains qui se spécialisent en fonction des projets et d'autres personnes qui vont se spécialiser en fonction des phases, parce que bien sûr, on n'est pas obligé de faire toute la phase jusqu'au suivi de chantier. Du début à la fin.
Voilà. Et moi, par exemple, là, au début, je m'étais spécialisée là-dedans, donc beaucoup d'habitats, de maisons individuelles, extension de maisons. En Bretagne, il y a beaucoup ça, surélévation, extension. Et je faisais la phase de conception et permis de construire, parce que je travaillais beaucoup avec des maîtres d'œuvre qui, eux, faisaient la partie suivi de chantier, et par contre, je faisais la partie conception. Ok. Et il y a pas une histoire de montant de travaux à partir duquel on est obligé de faire appel à un architecte? Non, c'est pas par rapport au montant des travaux, c'est par rapport à la surface. Ok. Donc ça, c'est en gros, il y a beaucoup de choses à voir. Là, moi j'ai fait un document où on sait si c'est très compliqué, si c'est une déclaration préalable de travaux, un permis de construire. Voilà, les frontières sont assez fines, et en fonction de la surface, la plupart du temps c'est 150 mètres carrés. Donc soit un bâtiment neuf de 150 mètres carrés, ou bien une extension qui porte l'ensemble de la maison à 150 mètres carrés, on doit faire appel à un architecte à ce moment-là. Et également, et ça c'est important parce que beaucoup de personnes l'oublient, si c'est un permis de construire et que c'est une personne morale, donc si c'est en société, SCI, SARL, SAS, c'est forcément architecte obligatoire. Ok. Et même pour le suivi, c'est pas un maître d'œuvre, ce sera un architecte. Non, ça c'est que pour la conception et le permis de construire. Ok. Après on fait comme on veut. Ok. Très, très intéressant. Et tu parlais des sociétés, enfin que toi tu consultes du coup des sociétés pour ça, c'est tous les architectes qui font ça, ils ont l'habitude de travailler avec des sociétés ou comment ça se passe? Non, après moi, comme je te disais, j'étais là, j'essaie un petit peu plus de faire du chantier, comme on dit. Mais jusque là, moi, je donnais juste le permis de construire à mes clients, et après ils Ok. se débrouillaient. Et après, donc vraiment, tout est possible, hein. Et je sais que mon métier, le fait que moi je m'arrête au permis de construire, c'est ça qui m'a fait un peu connaître et qui m'a permis d'avoir beaucoup de dossiers. Et du coup, au bouche à oreille, ça fonctionne bien parce que beaucoup d'architectes veulent avoir la maîtrise d'œuvre par la suite. Et parce qu'en Ok. fait, c'est là où on se fait, on fait le chiffre d'affaires, parce que c'est au pourcentage souvent Des des travaux. travaux. Donc c'est là où c'est intéressant financièrement. Après voilà, ça dépend aussi comment est fait le business plan. Et et du coup j'ai perdu ce que je disais. Toi, tu t'arrêtais en fait au permis de construire. Voilà, je m'arrêtais au permis de construire. Et après, le client, normalement, est libre de prendre les artisans qu'il souhaite. L'architecte peut pas vraiment imposer ses artisans. C'est Ok. pas possible. Mais après, il est quand même obligé de faire le suivi de chantier, même si c'est pas les entreprises qu'il a choisi lui-même, Ouais, l'architecte. si c'est comme ça que c'est traité au niveau du contrat, ouais, bien sûr. Ok. Intéressant. Ça reste un Et contrat, hein, donc tout est négociable, tout peut s'arrêter à tout moment dans la partie. Donc, non, mais c'est bien qu'on ait les étapes en tête, voilà, et qu'on sache ben que. Et pour le permis de construire, on est obligé de faire appel à un architecte? ça dépend si le projet il est à plus ou moins de 150 mètres Ok, carrés de d'accord. surface. Ok, c'est ça qui est déterminant. Bah top. Et bon, je pense que tu en es contente de ton changement du coup. Tu travailles beaucoup, tu travailles plus, tu travailles moins, tu gagnes plus, tu gagnes Euh, moins. c'est ça qui est chouette, c'est que du coup je peux plus ou moins le choisir, là où quand on est salarié c'est pas possible. Hmm. Et par exemple, c'était notre choix aussi de partir à Toulouse. Je savais bien que j'allais beaucoup moins travailler en architecture, mais à ce moment-là, on avait donc avec mon compagnon, on a une société de marchand de biens, et aussi on fait de l'immobilier en location. On avait beaucoup de choses qui arrivaient à ce moment-là, et c'était primordial de pouvoir lever le pied sur les projets d'architecture parce qu'il fallait que je m'occupe du reste. Et donc c'est là où c'est intéressant, c'est que j'ai pu commencer à dire non à certains projets pour pouvoir moi me concentrer sur la partie marchand de biens. Et à l'inverse, là actuellement, on est en train de vendre, donc du coup j'ai un peu moins de projets. On va attendre d'avoir bien vendu pour aller sur d'autres choses. Donc là, à nouveau, je prends d'autres nouveaux projets. Enfin,
c'est ça qui est super chouette, c'est que si j'ai besoin ou si j'ai envie de charbonner à un moment donné de l'année, ben je peux le faire. Si après je veux partir 3 mois en vacances, je peux aussi. Donc voilà, il y a un peu de latence quand même, mais c'est super intéressant de faire comme ça. Ok. Et Donc je financièrement, tu regrette t'y pas du tout. retrouves? Bah financièrement, pour le moment, pour être totalement transparente, j'ai toujours le Pôle emploi, donc je vis là-dessus. Et surtout que si je peux pas toucher à ce que je gagne tant que j'ai le Pôle emploi. Ouais, c'est ça en fait ouais. Voilà, Les gens se contrepartie. versent pas, ils laissent l'argent dans la société le temps C'est de. ça. Et donc du coup, j'ai tendance à réinvestir l'argent que je gagne en formation, en accompagnement, justement pour grossir un petit peu et que le jour où j'ai plus le Pôle emploi, ça puisse vraiment carburer. Mais oui, financièrement, si je voulais là, je pourrais avoir des revenus Plus corrects. conséquent que quand tu étais Ouais, ouais, salarié. ouais, clairement. Ok. Et puis bah après, il y a toujours cette fameuse ce super truc qu'on peut faire en société qui sont les charges, Ouais. Ouais, c'est sûr les que. ICA, les charges et tout, Hmm. c'est pas mal. Ouais, ça change tout. C'est pas la même chose Ça. qu'on est salarié ou qu'on est entrepreneur. Ok, très intéressant. Ça nous fait la transition avec le marchand de biens. Comment ça t'est venu? C'était un peu un hasard? Qu'est-ce que tu cherches? Quels sont les projets en ce moment? Tu veux peut-être nous raconter? Alors comment c'est venu? Moi, je crois que c'est en 3e année d'archi où je devais avoir, je sais pas, la vingtaine, où en fait de moi-même je me suis dit mais c'est chouette l'architecture, mais c'est vrai que ben on dépend toujours. On n'a plus un patron, certes, quand on est à son compte, mais on a toujours des clients. Et c'est ce que je vois de plus en plus sur les réseaux, c'est que l'entrepreneuriat, on est toujours quand même dépendant des clients, de ce qu'ils Ah. veulent, de comment ils payent, etc., etc. Et je Ah, m'étais parfois, dit, ça a aussi des avantages d'être salarié. Tu rendais compte qu'à une personne, hein, alors que c'est ça. quand t'es, parfois, tu peux avoir un gros client quand t'es entrepreneur qui peut te faire beaucoup plus de problèmes que ton patron. Hein. Donc, Ouais, exactement. hmm. Et je m'étais dit, et c'est vrai que architecte, après, quand on suit les chantiers, on est vraiment le tampon entre le client et les entreprises. Et moi, c'est ça que je trouve qui est le plus délicat. Hmm. Et je m'étais dit, mais en fait, si moi, j'achète mes propres biens, que je les rénove, je kiffe mon métier d'architecte parce que ben, je fais de l'architecture, mais pour moi, j'ai pas à satisfaire les envies parfois saugrenues de certains clients. Je fais moi ce qui me plaît en architecture et je revends. Enfin, je me dis c'est génial. Et puis ben forcément à l'époque je commence à en parler. Et puis ben toutes les pensées limitantes des gens. Bah oui, mais bon, il faut être riche pour faire ça. Il faut Hmm. enfin bon, j'avais eu plein de de trucs comme ça où je m'étais dit bon, c'est peut-être pas si bien et j'avais un peu laissé tomber. Et puis bah quand j'ai commencé à bien me renseigner sur l'immobilier, donc bah notamment pendant la période du confinement, j'ai découvert que en fait ben ça avait un nom ce métier-là, que c'était marchand de biens et qu'il y avait des gens qui pouvaient vraiment le faire. Et donc j'en ai parlé à mon compagnon qui lui euh, avait un peu de patrimoine et moi j'ai revendu mon appartement en résidence principale, donc j'avais déjà fait un peu de l'achat-revente comme ça. Et donc on s'est dit ben allons-y, allons voir les banques, formons-nous et c'est comme ça que ça s'est lancé. Ok. Et du coup, vous cherchez, c'est quoi un projet un peu typique? Tu peux nous dire, enfin, qu'est-ce que tu cherches pour, bah voilà, toi, donc ton but c'est d'optimiser, d'apporter de la valeur dans le bien pour le revendre plus cher. Donc, qu'est-ce que tu cherches? C'est juste des travaux de rafraîchissement ou c'est une réorganisation de l'espace ou c'est rajouter une extension, surélever? C'est quel type de bien que tu cherches pour tes opérations? Ben là, on débute, donc on n'a pas encore fait beaucoup de choses. Mais pour mon achat-revente en résidence principale, j'avais transformé. Alors, habituellement, on dit qu'il faut transformer un T2 en T3 ou faire le plus de pièces possible. Et moi, j'avais fait l'inverse. J'avais transformé un T2 en T1 bis, on va dire,
où j'avais cassé un mur entre chambre et salon et j'avais transformé la cuisine en chambre et j'avais fait un très grand salon avec cuisine ouverte, avec une déco assez atypique, super sympa et bien sûr super bien située. C'était à Saint-Malo. Et donc voilà, c'était vraiment de la déco, de l'aménagement intérieur quand même parce qu'il y avait eu de la casse, etc. Donc c'était voilà, réoptimiser le logement pour qu'il soit beaucoup plus agréable à vivre. Et donc je l'avais revendu et donc au moment où on se lance, quelques mois plus tard, hein, c'était pas longtemps après, je vois deux autres apparts un peu situés vraiment pas loin et un peu dans le même style. Enfin, et donc là j'ai vendu beaucoup moins cher que moi ce que j'avais acheté. Après il y avait plus de travaux. Et donc j'ai dit ben on fait exactement la même chose, il y a aucun risque parce que moi j'ai revendu comme ça à tel prix donc allons-y. Donc on achète les deux appartements et donc là c'était à l'abandon total, les propriétaires étaient décédés depuis 8 ans donc c'était et les les enfants n'avaient rien fait. Donc vraiment non occupés depuis 8 ans et en même temps avec cette impression que ils étaient partis hier quoi. On a retrouvé des journaux, des boîtes de conserve, limite la cigarette encore écrasée dans le cendrier. Donc on a tout vidé, on a tout cassé à l'intérieur, tous les doublages. Et il fallait donc tout redessiner à l'intérieur. Donc 2 appartements de 40 mètres carrés environ. Et donc tout devait être parfait en 6 mois. Ça devait être acheté, rénové, revendu, quoi. Et puis bah là c'est le drame parce qu'au moment où on casse les plafonds en fibre de ciment, on découvre les planchers et notamment les poutres entre les appartements d'immeubles et on voit que c'est vraiment dans un état pas croyable. Alors en Bretagne, on a la mérule, donc c'est un champignon qui se développe, mais c'était pas ça, c'était de la petite brillette. Donc c'est un insecte, un parasite qui dévore le bois. Et en fait, on se rend compte qu'il va falloir renforcer, déjà tout traiter, renforcer toutes les poutres, certainement changer les planchers. Et alors qu'on n'avait pas du tout prévu ça, ni dans le temps imparti, ni dans le budget forcément. Et puis en plus de ça, qui dit immeuble dit copropriété, et là on touche à la structure de l'immeuble, donc c'est plus de notre ressort, c'est du ressort de la copropriété. Et là, je pense que c'est la plus grosse erreur qu'on ait fait, c'est de dire bon ben laissons la copropriété s'en occuper, le syndic. Et là, ça a pris 1 an de retard. Ah. Donc, alors que en soi, en 2 semaines, tout était fait, hein. Mais ils ont mal fait les choses. C'était trop long. Nous, ça nous est arrivé en fait, on a acheté, j'ai fait l'erreur qu'une fois, hein, et puis je dis à tout le monde de pas la faire. J'avais visité un appartement, enfin, on a acheté un appartement et je l'avais visité quelques semaines avant, tout était vide et tout, avant la signature. Et je suis pas retourné. Voilà, j'étais investisseur débutant, hein, c'était il y a plusieurs années. Et je suis pas retourné juste la veille ou le jour même. Maintenant, j'y retourne tout le temps. Voilà, ça servait de leçon. Hein. Et en fait, il y avait une fuite d'eau dans le toit. C'était un appart qui est au dernier étage d'un immeuble. Et on a acheté en juin. Alors bon, heureusement, après, le vendeur, il s'est occupé de tout. Franchement, il a bien fait. Mais ça a pris 4 mois. En fait, c'était 2500 € de travaux. Et ça a pris 4 mois pour que la copro, elle a voulu faire une AG et tout. Alors que bon, il y avait de l'eau qui rentrait et puis c'était en juin. Du coup, ça allait pas avant la rentrée, tout ça. Donc ça, on a perdu 4 mois à l'époque, je savais pas non plus qu'il y avait des différés d'emprunt, ça qui était possible. Donc en gros, c'est pris 4 mois de vide, même si le vendeur il s'est occupé de pas mal de choses. On a remboursé pendant 4 mois dans le vide, voilà. Si c'était à refaire, franchement, on aurait payé, je sais pas dans quelle mesure, mais ça aurait été plus rentable pour nous de payer que de faire appel au syndic. Ouais, okay. Ben c'est exactement ce qu'on se dit à chaque fois là, alors qu'on est quand même sur beaucoup plus cher, mais surtout que nous en plus on a 50% des tantièmes de la copro avec nos 2 appartes. Donc en fait, on aurait dû se dire mais
on aurait dû tout payer, et parce qu'aujourd'hui, ils sont à peine à la vente alors que ça fait plus d'1 an qu'on les a achetés. Et aujourd'hui, on souffre plus du retard, parce que si on avait vendu l'année dernière à la même date, vu qu'il n'y a pas eu la chute des prix, La hausse etc., des taux, ouais, c'est ça. Ouais. on aurait pu les vendre et s'en sortir, même si on avait tout payé. Alors que là, les deux combinés, du coup, on se retrouve ça va pas être bon, quoi. À la fin, les calculs vont pas être bons. Mais bon, c'est pas grave, on apprend. À ce qui paraît, c'est le prix de l'apprentissage. Donc vous ferez pas de marge sur les ventes? Non, je pense pas. Là, je pense pas. Donc, c'est pas grave, ce sera juste plus long. Il faudra que on fasse un autre projet pour récupérer ce qu'on va perdre là, et ensuite celui d'après, on fera une marge. Faut être optimiste. Et c'était combien les coûts de cette histoire de plancher? Oh là, justement, on a eu les devis, parce que là, il y a la nouvelle AG où ils nous demandent, mais on est sur plus de 20 000 euros de travaux là, ouais. Et puis en plus, je pense que, pardon. Pour cette petite vrillette là, il n'y a pas de diagnostic. De toute façon, tu n'aurais pas pu le voir sans casser. Ben c'est ça, c'est que moi, mon compagnon aujourd'hui, il me dit oui, mais la prochaine fois on cassera. Et je lui dis mais c'est pas si évident de casser, demander à casser au propriétaire pour les diagnostics, parce que c'est bien qu'il y ait des diagnostics en France. Je sais très bien qu'il y en a pas dans tous les pays, donc ça nous protège un petit peu, mais ce sont des diagnostics superficiels. On va pas enlever le placo, aller voir toute la structure, etc. Donc c'est ouais, c'est ça. Et en plus, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Soit je fais un trou et il y a rien, donc j'ai un trou, donc déjà c'est chiant. Soit je fais un trou et il y a quelque chose, et du coup, je vais pas acheter, et du coup, je fais un trou chez quelqu'un alors que je vais pas acheter. Ou alors, faudrait négocier par rapport à ça. C'est ça. Non, c'est vraiment pas évident, c'est hyper risqué, et du coup, comme on en a parlé, dit Tony, maintenant faut partir avec limite se dire on va faire 50% de marge, comme ça au pire des cas on retombe à 10%, quoi. C'est pas évident à trouver. Ouais, bien sûr. Ouais, parce qu'en plus à la limite maintenant, le marché il s'est beaucoup calmé, on va dire. Donc si tu achètes maintenant et que tu revends, déjà les taux on sait pas ce qu'ils vont faire. Mais vous avez acheté quand c'était un peu en euphorie, quoi. Et puis en plus maintenant vous vous retrouvez à vendre au mauvais moment. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est la chance du débutant, mais pas dans la bonne sens. Dans le bon sens. Voilà, mais c'est pour ça qu'il faut toujours aussi faire attention à ce qu'on fait. Quand le levier, c'est dans les deux sens. Hein. Là, on a bien l'exemple, quoi. C'est trop bien dans l'IMO. Tu peux mettre avec 10 000 euros, tu peux acheter 100 000 euros, mais parfois. Et c'est bien. Merci pour ta transparence en tout cas, hein, parce que c'est normal. c'est ça. Nous, j'en parle des galères que je peux avoir, des coûts et tout ça. Ça arrive à tout le monde. C'est pas dramatique, mais il faut quand même toujours essayer, forcément, de limiter les coûts et les risques. Hein. Ok, on peut passer sur les deux LCD. T'as des LCD? Ouais. C'est comme ça que j'ai débuté pour l'immobilier. À Saint-Malo, c'est hyper touristique, et j'ai acheté un premier studio quand j'étais salariée. Vraiment la bonne affaire qui était j'ai été la première à visiter, la première à faire une offre, parce qu'il fallait quand même être dans les starting blocks, et en fait le truc trop bien, tout à l'inverse, hyper simple. J'ai acheté le lendemain j'avais déjà loué sur Airbnb, donc j'ai acheté à une dame qui faisait déjà du Airbnb, j'ai rien changé dedans, et aussitôt ça a reloué. Et du coup, ça fait 4 ans que je l'ai. Et depuis, à Saint-Malo, ça s'est énormément durci, les règles pour faire du Airbnb. Mais je suis dans les clous, donc ça continue. Donc ça, c'est hyper bien. Et là, on est en train de rénover une petite maison à côté de Saint-Malo, à Dinan, ça s'appelle. Et c'est une petite cité médiévale avec des remparts et tout. Ça fait
très Moyen Âge. Et là, on va faire une maison de 50 mètres carrés en LCD aussi sur le thème des sorciers. Donc sorcier clin d'œil, sorcier à lunettes. Et donc ça, j'ai trop hâte parce que je suis assez fan. Et là, on va bientôt rentrer dans la phase déco, donc je vais m'en donner à cœur joie. Et ça va être super chouette. Ok. Est-ce que tu Faut se faire kiffer. Ouais, bien sûr. Et est-ce que tu peux nous juste donc t'as dit que Saint-Malo c'était touristique. C'est vrai que moi j'en ai pas tant que ça des locations courte durée, mais j'en ai quelques-unes dans des villes pas touristiques en fait. Et bon, il y a toujours des touristes hein, mais après j'ai pas mal j'ai des choses auxquelles j'aurais pas pensé. Euh, des gens qui doivent aller à des rendez-vous à l'hôpital. Tu vois, des gens ils prennent ça parce que ils ont un médecin qui les suit. Est-ce que toi c'est vraiment des touristes ou t'as l'impression qu'il y a si j'ai souvent des gens qui viennent du coup pour travailler. T'as l'impression que c'est que des touristes que t'as ou t'as un peu un mix de... Ben, c'est quand même assez saisonnier à Saint-Malo parce que l'hiver, il n'y a pas grand-chose. Donc, j'ai vraiment, je dirais, 80% de touristes. Okay. Et par contre, en janvier, février, par exemple, là, cette année, j'ai une fille qui l'a loué pendant 1 mois et demi. C'était pour le travail. Et de temps en temps, j'ai des personnes qui sont là pour le travail. Donc okay. Ouais, ça, c'est bien. Mais c'est pas forcément ceux qui mettre les meilleures notes et tout parce que j'ai une personne, ça se sentait qu'elle était blasée d'être venue pour le boulot, du coup elle m'a défoncé alors que moi il est bien mon appart, c'est pas ma faute. Ou les gens qui se plaignent parce qu'il pleut et ils le mettent dans leurs notes, ça me il y a des trucs c'est fou. Les gens ils sont à la fois parfois ils peuvent être tellement enthousiastes pour rien et parfois ils peuvent être mais c'est compliqué en fait ce système de notes, j'en parlais avec une investisseuse là il y a pas longtemps. C'est vrai qu'en fait nous on veut que des 10 sur 10 et des 5 sur 5. Après intrinsèquement en fait à la base le système on pourrait se dire est-ce que en fait tu vois pour nous un 10 c'est que les gens ils ont été satisfaits de l'endroit mais tu pourrais te dire en fait un 10 ce serait pour un hôtel 5 étoiles à 1 000 € la nuit. Enfin tu vois est-ce que c'est là, le 10, c'est la note par rapport à ce à quoi tu dois t'attendre ou par rapport au bien, tu vois, et c'est pas si évident, je trouve, parce que maintenant, en fait, du coup, il y a presque que des bonnes notes ou alors c'est vraiment pourri, quoi. Donc en fait, on prend comme un échec des choses qui... Oui, ouais, est-ce qu'on se base sur le fait que les notes, c'est, en fait, ton appart, il vaut un 3 étoiles et pas un 5 étoiles, et puis, c'est OK si c'est un bon 3 étoiles, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'on pourrait avoir une idée, tu vas sur Airbnb, tu dis je veux un 5 et puis avoir l'hôtel le plus prestigieux de la mais bon. Mais c'est vrai que ça on le prend personnellement hein, quand même quand on a des mauvaises notes, c'est pas et je sais que maintenant tu fais ta résidence principale alors là j'ai eu que des 10 sur 10 et que des 5 sur 5. Mais ça c'est le plus ma simple. résidence principale, je la loue aussi et du coup on a que des 10 sur 10 mais heureusement. Ouais. Ah, t'imagines les gens s'ils te disent comment on peut vivre là et tout. Mais du coup, c'est vrai que les gens, je connais hyper bien les lieux. Mon appart, il y a tout qui fonctionne, il y a rien qui est cassé, il y a pas de traces bizarres sur les draps que tu pourrais avoir dans dans ta LCD. C'est pas toi. Enfin, entre deux locations, t'es pas là, quoi. Alors que moi, je suis toujours là entre deux locations, donc il y a tout qui fonctionne. Je mets des boissons dans le frigo, je mets du café, il y a tout qui fait que c'est plus simple. Et après, les gens, quand tu leur dis que c'est chez toi, je pense qu'il y en a, ils ont plus de scrupules à... Mais c'est vrai que je suis étonné, hein. Franchement, j'ai eu quoi? J'ai eu peut-être 12 notes. Et j'ai eu que des 5 sur 5 ou des sur 10. Donc, j'étais très content. Mais, ouais. Et comment tu gères, du coup, depuis Toulouse? Ouais, ça, justement, la première année, je travaillais juste à côté. Donc, j'allais le midi faire mes ménages. Et en plus, j'avais pas de boîte à clés. Donc, en plus, je devais accueillir les gens. Et mais je pense que c'est formateur. Faut passer par là pour faire de la LCD. Et donc j'ai fait 1 an comme ça. Et là pour le coup, toutes les mauvaises notes, je me les prenais vraiment personnellement en mode ah bon, je sais pas faire le ménage moi. mais voilà. Et après, je l'ai mis quelques temps en conciergerie. Mais je trouvais que ça apportait pas grand chose de plus parce que j'avais mis une boîte à clés depuis
Et donc après, j'ai réussi à travailler en direct avec une prestataire de ménage. Et donc aujourd'hui, c'est moi qui réponds aux messages, etc. Donc tout à distance, tout en automatisé. Et elle, ma prestataire de ménage, elle y va à chaque fois pour faire le ménage entre deux. Elle me dit si tout va bien. Et voilà, ça se passe très bien à distance. Top. Intéressant. Et puis ça, je pense que ça enlève des barrières que certains pourraient avoir. Parce que là, c'est combien j'arrive pas trop, moi, c'est pas mon côté de la France. C'est quoi, 500 kilomètres? Ouais. C'est 600, ouais, 650, quelque chose comme ça. 8 heures de route avec les pauses. Ok. Dernier point, on va parler vite fait de deux choses que je fais pas assez, que je voudrais faire plus, du sport et des voyages. Bon, les voyages, je fais pas mal, c'est plutôt le sport. Quoique, bon, je m'y tiens quand même quelques fois par semaine. Donc toi, tu as fait les championnats du monde de Half Ironman l'an dernier, c'est ça, aux États-Unis. C'est ça. Ouais. Donc Alpha Ironman, tu peux nous raconter peut-être les distances, comment on s'entraîne à ça et peut-être comment tu t'entraînes par rapport à. On voit ton visage qui s'illumine, alors que moi, quand je vais courir, c'est que de la douleur. Ouais, mais c'est de la douleur. Je pense qu'il faut aimer quand même, surtout sur ces distances-là. Donc Alpha Ironman, c'est du triathlon, c'est pas évident. Et donc du triathlon, c'est le combiné de natation, vélo, course à pied. Mais il n'y a pas de pause entre. On a limite la même tenue et on doit passer le moins de temps possible sur les transitions. Donc ça se passe sur une seule et même journée, en moins de temps possible. Et donc Alpha Ironman, c'est la moitié d'un Ironman. Ironman, c'est une marque déposée, mais aujourd'hui tout le monde l'utilise pour donner cette distance. Et le Alpha Ironman, c'est 1900 mètres de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied, un semi-marathon. Donc voilà. Donc, c'était un sacré effort. Hein. Moi, j'ai couru une seule fois un semi-marathon et je me rappelle, je me suis dit plus jamais. Bon, enfin, mais ouais. On est bien échauffé pour faire le marathon, le semi-marathon, c'est ça. hein, avec 90 en fait, km de vélo. je pense que c'est comme tout, tu coupes ton cerveau un peu, non? Enfin, Ouais, je pense. Tant que le vélo, limite, je pense que t'es en phase tu fais ton truc, tu sais, vu qu'il y a un truc à, enfin, ça me rappelle à l'école, quoi. Quand j'avais 10 heures de cours, la dernière heure, elle était tout aussi horrible que quand j'avais que 3 heures de cours et voilà. Et souvent, les vols en avion, c'est pareil. Quand tu fais 5 heures ou 12 heures, c'est les 2 dernières heures, t'as un trauma. Donc, ok, super. Combien de temps tu mets à faire ça? Eh bien, là où je m'étais qualifiée, j'avais mis 5h33. Et là, pour les championnats du monde, j'avais mis 6 heures. Alors, en plus, j'ai mis 6h01, donc j'étais trop dingue de me dire pour une minute, j'aurais pu faire moins de 6 heures quand même. Et voilà, donc entre 5h30 et 6h pour ma part. Et voilà. C'est quoi à peu près 1900 mètres? C'est 30 minutes la natation? Ouais, un peu plus parce que je suis pas très bonne ouais, puis après c'est dans des lacs, c'est pas des piscines quoi. C'est ça. Ça dépend. Moi j'avais été là aux États-Unis, c'était dans un lac et là où je me suis qualifiée, c'était au Sable d'Olonne, donc c'est à moitié dans l'océan et à moitié dans le port. Et ouais, ça dépend où tu fais ça. Mais c'est pas en des piscine, ça, c'est sûr. où l'eau elle est calme et tout. Ouais, okay. Non. Et mais ensuite, on a une combi, ça permet de flotter un petit peu. Okay. Et ensuite, le vélo, c'est le plus long. Ouais, c'est ça, c'est le plus long. Quand on commence à faire du longue distance par rapport aux courtes distances qu'on peut voir à la télé et tout, le vélo, c'est vraiment ce qui prend le plus de temps et sur lequel où je trouve que c'est intéressant de développer ses compétences parce que c'est là où on va rattraper du monde. Et moi, je mets 3 heures en moyenne. Pour faire les 90 km. Ouais, 30 km/h de moyenne. Après, voilà, ça dépend. S'il y a des cols et tout. Si c'est tout plat et tout, voilà, c'est ça. S'il y a des cols, je fais pas ça, je suis nulle en montée. Ok. Et après le semi, combien de temps tu mets? Et le semi, normalement, t'es déjà bien mort, heures. Hein. C'est ça, 2 heures. Ok, ouais. Ouais, un peu moins de 2 heures. Ouais, du coup, là, on est sur les 6 heures. Top. Et comment tu t'entraînes à ça? Parce que t'as 3 disciplines, t'as un travail, des LCD. Oui, ça, alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, depuis que je suis à mon compte, je me dis,
je peux aller m'entraîner quand je veux. Donc, par exemple, si j'ai envie d'aller m'entraîner à 10h le matin ou à 15h l'après-midi, je peux y aller. Mais d'un autre côté, il y a ce truc de se dire, le travail, il est jamais vraiment terminé. Donc, c'est pas genre, c'est 18h, c'est la fin du boulot, à 18h30, j'ai mon entraînement avec les copains, c'est bon. Là, t'es tenté de travailler jusqu'à la fin et 18h30 c'est passé. En fait, il est 21h, c'est fini. Donc c'est pas hyper évident, ce qui fait que là, depuis les championnats du monde, j'ai vachement levé le pied pour bosser un petit peu plus et du coup, j'arrive plus trop à prendre un rythme et du coup, pour ces distances-là, faut au moins 2 entraînements dans chaque sport par semaine. Donc 6 entraînements. 6 entraînements, sachant que c'est pas 6 heures parce que le vélo, pour faire 3 heures de vélo le jour de la course, faut pas faire 1 heure de vélo. Faut faire au moins une séance de 3 heures, de 2 heures à 3 heures dans la semaine en vélo. Donc faut faire du sport un petit peu tous les jours et doubler, aller à la piscine le matin, aller courir le soir. Ok. Mais c'est un rythme à prendre une fois que c'est pris, c'est bon. C'est vrai, une fois, j'avais vu sur YouTube quelqu'un qui faisait du triathlon, il avait dit, je sais plus les chiffres, mais en gros, il avait plus d'entraînements que de jours dans la semaine. C'était, là, je suis à 12 entraînements. Enfin, je sais plus combien il disait, mais je me suis dit, mais comment c'est possible? C'est possible. Okay. Le quotidien. Et tu voudrais, c'était quoi? C'était un défi ou tu voudrais le refaire ou? Non, alors c'était pas du tout un défi. C'est que moi j'ai commencé le triathlon il y a 6 ans, je crois. Et donc j'ai commencé en faisant des S. Donc S c'est 750 mètres natation, 20 km vélo et 5 km course à pied. Donc ça se fait en 1h30. Et puis au fur et à mesure on augmente. Et puis je m'étais dit je vais essayer de faire un L ou Alpha Ironman, c'est la même chose. Et je m'étais dit tant qu'à faire autant faire le label Ironman parce que c'est super bien organisé, il y a une belle médaille à la fin. Ça coûte hyper cher, mais bon, voilà, autant faire ça parce que de toute façon, j'en ferai qu'un seul dans ma vie. Je m'étais dit ça. Et entre-temps, j'en ai fait un avant pour me préparer. Et j'ai fait donc celui des Sables d'Olonne où j'avais pas du tout d'ambition. Enfin, je voulais faire moins de 6 heures parce que j'avais fait 6 heures au précédent. Et il se trouve que donc du coup, je fais 5h33 et j'arrive 11e. Et c'était l'année juste après après le confinement. Et en gros, au lieu de 3 filles qualifiées par catégorie pour partir au championnat du monde, ils en prenaient 7. Et moi, j'ai fait 11e. Et comme c'était l'année du confinement, les frontières étaient pas ouvertes pour aller aux États-Unis faire les championnats du monde quelques mois après. Et donc il y a plein de filles qui ont dit non, j'y vais pas vu que c'est fermé. Et moi je me suis dit je trouverais bien une solution. Du coup j'ai pris la qualification et il se trouve que j'épargne les détails, mais ils l'ont reporté à l'année suivante. Donc du coup tout était ouvert et j'avais 1 an de plus pour m'entraîner. Donc c'était un peu un hasard le fait que je sois qualifiée. Et du coup c'était une expérience de fou que j'aimerais bien revivre ça, mais je sais pas si j'arriverai à me qualifier de nouveau. Parce que là, les étoiles étaient bien alignées cette fois-ci. Yes. Parfois c'est comme ça, hein. Faut tester, faut tenter, faut prendre sa chance ok, top. Et on va parler voyage rapidement avant de clôturer. Donc toi, t'as habité 1 an au Brésil, ça? Ouais, pour ma quand 4e année. C'est ça. Okay. C'est ça. Parce qu'il y a l'architecte super connu brésilien qui s'appelle Oscar Niemeyer. Voilà. Je sais pas si c'est pour ça, mais. Oh non, c'était pas pour ça. Après, j'ai vu beaucoup de ses œuvres, c'est vraiment bien, mais à la base, non. Hein. Pourquoi est-ce qu'on pourrait partir au Brésil en études à Rio? Tu y es allé en plus là. Ouais, je suis allé à Rio. J'ai rejoint un bon petit groupe d'investisseurs à Rio. C'était très sympathique, hein, surtout en février. Il faisait beau. C'est le carnaval. Chaud. On a été au carnaval, ouais. C'est comme le Ironman, ça coûte assez cher, mais c'était vraiment à faire, quoi. Ouais. Oui, pour au Sambodrome. Ouais. Ouais, mais ça vaut le coup. Top. Faut le faire une fois dans sa vie. Ouais. Moi du coup 4e année d'architecture. Je sais plus trop pourquoi j'ai choisi ça. Je crois qu'à la base je voulais partir en Australie
Et puis j'ai dû voir un reportage sur le Brésil et je me suis dit ah ouais, la nature, la forêt comme ça dans la ville, la plage. Et puis après du coup j'ai vu la fête et je me suis dit allez je demande ça. Et donc du coup j'ai été prise et c'était super. Enfin, de toute façon je pense que les Erasmus comme ça c'est enrichissant culturellement et humainement de rencontrer surtout que c'est quand même très différent le Brésil. Pour le coup, j'ai eu des amis qui sont allés en Argentine ou bien au Mexique. On pourrait se dire ça se rapproche, mais je crois que le Brésil c'est quand même une autre façon de penser. C'est beaucoup moins comment dire, les États-Unis ont moins d'influence, je trouve, donc c'est quand même assez Moins à part. occidentalisé, ouais. À occidentaliser, c'est ça. Ouais. Et donc du coup j'ai étudié, ça va. C'était tranquille, surtout que Erasmus, c'était mais ouais, voilà. voilà, c'était en grève cette année-là en plus, tout était tout le Ok. temps en grève, donc j'ai pas eu beaucoup de cours, mais le peu de cours que j'ai eu, c'était bien complémentaire de ce que j'avais vu en France, donc c'était bien. Et puis après du coup plein de voyages dans tout le Brésil et puis ouais rencontrer des gens, la plage, enfin c'est une autre façon de vivre, hein, Et c'est portugais, tu tranquille. parlais portugais? Ouais, non, je parlais pas du tout portugais quand j'y suis allée. J'avais pris la méthode Assimil parce qu'avant il y avait pas de Duolingo ou des trucs comme ça. 2 mois avant et après après ils sont super cool là-bas. C'est pas du portugais hyper académique, donc ils sont. On dit à peine bonjour, je m'appelle Florette. Ils sont là, waouh, mais tu parles trop bien portugais. Donc c'est encourageant pour tenter et Ok. parler. Et ça s'est fait facilement. Et ça t'a déjà servi, genre sur les, bon, on sait que sur les shorties, il y a beaucoup de portugais, hein, sans faire dans le cliché. Est-ce que ça t'a déjà servi de parler portugais après, dans ton métier d'architecte? Eh ben, pas encore. Ok, bah Pas peut-être que ça. encore. J'ai pas eu Ah, d'occasion là-dessus. ok. Et maintenant, tu voyages encore? Ouais, j'ai fait. Là, c'est vrai que depuis le confinement, c'était un peu, à part les États-Unis, on n'a pas trop bougé. Et puis en plus, maintenant, j'ai un petit chien, donc du coup, c'est un peu plus difficile de Ah ouais, ça c'est une vraie question à vous de poser avant bouger. de prendre un chien. Ouais, ouais, Et ouais. quand tu prends un Mais petit, c'est pas comme prendre un gros, parce que ma sœur, elle a un berger blanc suisse là, et c'est impossible à caser. Il est hyper gros le chien, euh, donc voilà. là, Ça je fait pourrais longtemps la que. mettre dans une caisse et la mettre en soute, Hmm. mais bon, je sais pas si je veux lui faire vivre ça. Ah ouais, après ça les traumatise un peu les C'est ça. chiens. Mais sinon, avant, moi, j'aimais bien. J'ai trouvé que 1 an à l'étranger, c'était un peu long. Hmm. Enfin, voilà, c'est expat, quoi. Alors Ouais. que je trouve que 2 mois, j'ai fait des voyages. Après, j'ai fait 2 mois en Asie, Thaïlande, Laos, Vietnam, et 2 mois aux États-Unis, Canada, à bouger, vraiment bouger Hmm. tout, faire des itinéraires. Et je trouve que ça, moi, c'est ce qui me correspond le mieux en termes de voyage. Et je pense que c'est une vraie question à se poser, qu'on se pose pas. Enfin, beaucoup de gens vont peut-être courir toute leur vie après je sais pas, un tour du monde ou un an off et moi, c'est vrai que j'avais été en Australie, j'étais parti un peu, je pense, un mois. Et après, j'étais content de rentrer, quoi. Et je le sais que moi, en tout cas, ou alors il aurait fallu grandement baisser le rythme, mais ça m'allait, tu vois. Un mois après, j'étais content de rentrer et tout. Et t'as des gens peut-être pendant 10 ans, ils vont mettre de l'argent de côté et tout pour partir un an, et puis en fait, ça leur convient pas. Donc c'est vrai que c'est intéressant de se connaître comme ça et de faire plusieurs tests sur Mais des durées. surtout que, je sais pas toi, mais moi, je sais que quand je voyage, ça m'inspire vachement et il y a plein de choses dans le cerveau qui tombent des barrières et donc du coup, je suis tout le temps là en train de me dire ah ouais, je pourrais faire ça. Enfin, je développe plein d'idées de projets et limite après, j'ai qu'une seule envie, c'est revenir en France pour les mettre Hmm. en action, quoi. Ouais. Ouais, c'est marrant. J'ai eu sur le podcast, j'ai eu la petite fourmi ou ma petite fourmi, Azénor, là. Et elle était partie en Nouvelle-Zélande. Elle devait partir un an et son business, il a décollé. Et du coup, elle est rentrée au bout de 2 mois. Elle a dit que, ben voilà, que c'était le moment de rentrer. Donc, top, très intéressant. On va enregistrer nous un deuxième podcast privé sur la boîte à outils des investisseurs. Venez nous rejoindre.
C'est pas cher. C'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir dans le monde entier, Et on va parler ensemble d'urbanisme. Qu'est-ce qu'un PLU? Quelles sont les opportunités qu'on peut y voir en lisant le PLU? Quelles sont les infos importantes? Tout ça, on va le faire ensemble et en vidéo. Je te laisse, je sais pas si tu as un mot de la fin, peut-être sur ton bye bye patron, sur le chien, sur les LCD, sur les comment on peut te contacter déjà? Ça tu peux nous dire. Eh ben sur Instagram là, je suis en train de faire plein de contenu, donc c'est florette.archi, donc tout simple. Et voilà, il y a des choses qui vont arriver en termes de formation, d'offres, d'accompagnement sur le thème pour les investisseurs. Les investisseurs, ouais, pour qu'ils puissent faire des choses qualitatives en termes d'archi. Bah top. Voilà. Et un mot de la fin? Pensez à pédaler. Mettez bien vos pédales. Il y a une histoire non avec les pédales là. J'avais déjà vu pour tout de suite. Mais tu prépares ton vélo et tout. Je fais pas. Ouais. C'est trop de risques. Ouais. risquer des choses, mais pas autant. Ok. Ça marche. Et ben nous on se retrouve tout de suite après. Et puis merci et à très bientôt. Bye bye. Merci à toi. À bientôt. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Donc, je vous rappelle, il y a un épisode de podcast privé qui va sortir avec Florette, dans lequel on analyse vraiment le plan local d'urbanisme avec en vidéo sur quel site aller, les ressources pour bien trouver à la fois la parcelle cadastrale et puis ensuite comment lire le PLU. C'était hyper intéressant. J'avais jamais vu de vidéo ou écouté de podcast qui en traitait aussi précisément. Donc merci à Florette pour son temps. Et donc si vous voulez rejoindre le podcast privé pendant encore 10 jours, il y aura le tarif de lancement et puis ensuite le tarif va augmenter. Voilà. J'espère vous retrouver sur le podcast privé. Et puis sinon je vous souhaite une très bonne semaine et j'ai trop hâte de voir les auditeurs à Saint-Germain-en-Laye vendredi, donc dans 2 jours quand vous aurez écouté le podcast si vous l'écoutez à la sortie. Bonne semaine à tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos gros bifetons. Bye bye et de vos gros billets bien sûr.